merci de votre invitation. Merci d'être présent aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je vais déclarer que j'ai aucun conflit d'intérêt concernant les thématiques que je vais aborder aujourd'hui. Même si j'ai traduit certains des questionnaires, j'ai jamais reçu un copec là-dessus. Ça m'a créé même plus d'emmerdement qu'autre chose. Notamment avec l'APA, quand ils se sont aperçus que j'avais des autorisations, alors que enfin, c'était un micmac administratif monstre, mais ça a fini par se régler, et ça a évité aux avocats de l'université de se mobiliser, mais c'était limite. Donc, ces questions-là étant réglées au niveau des conflits d'intérêts, avant de commencer, je vais vous préciser un petit peu d'où je parle. J'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là il y a une trentaine d'années, principalement depuis ma pratique en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Je travaillais à l'époque dans des foyers à Marseille, celui de l'Armée du Salut et celui du service provençal d'encouragement et de soutien. Et l'une de mes activités, c'était de faire du diagnostic pour orienter et réorienter, j'insiste bien sur leur réorientation, les personnes, et je voyais tous les candidats aux admissions dans ces foyers. Ce qui correspond à quelque chose, j'avais calculé à un moment donné, ça faisait 300 nouvelles personnes par an, ce qui constitue une clinique qui commençait à être conséquente. Alors à l'époque, comme tous les cliniciens de ma génération, je n'étais pas formé à des modèles centrés sur l'épreuve, etc., etc. J'ai une formation comme un grand nombre de personnes au départ psychanalytique, et j'utilisais des outils d'entretien structurel tels que Kenberg a pu les développer, les formaliser dans les années 90, enfin fin des années 80. Début des années 90, et on retrouve à peu près les mêmes conceptualisations en France, chez Bergeret, avec des organisations de la personnalité, les classiques organisation névrotique, organisation psychotique, organisation borderline, même si chez Bergeret, on parlera plutôt de la structuration. En réfléchissant donc en termes d'organisation de la personnalité pour poser ces diagnostics initiaux, j'ai pu mettre en évidence des fréquences de personnes qui avaient des structures psychotiques. Il y en avait à peu près entre 10 et 15%. Des fréquences de personnes qui étaient borderline. Il y en avait un certain nombre. Des fréquences de personnes qui étaient névrosées. Et là, on pouvait différencier pour chacune des catégories différents types de structures. Le gros problème, c'est qu'il n'y avait pas d'éléments en population générale. Le pourcentage de névrosés en population générale, le dispositif de diagnostic et de mise en évidence, c'est pas opérant. On ne peut pas faire des études en population générale quand c'est fondé sur des co-constructions diagnostiques. Donc, c'était pas possible. Et je me retrouvais donc avec ces données-là que j'ai présentées à quelques congrès, mais sans trop pouvoir en faire quoi que ce soit. La parution en français en 96 du DSM-4 m'a permis de sortir un peu de cette impasse, dans la mesure où ça vous a été présenté le mois dernier, quand j'ai oublié le nom de l'intervenant qui vous a présenté les évolutions du DSM, a bien insisté sur l'aspect catégoriel qu'il y avait jusqu'au DSM-5. Et donc, il y avait l'axe 1, trouble clinique, l'axe 2, trouble de la personnalité. Et comme je travaillais dans la réinsertion sociale, je n'utilisais pas spécifiquement l'axe 3 dont il vous a parlé la dernière fois, mais j'utilisais l'axe 4 qui établissait des difficultés psychosociales et environnementales. Et donc, ça m'a permis de mettre en évidence des fréquences de différents troubles mentaux chez des SDF, en tout cas chez ceux que je rencontrais. Et en me formant un petit peu aux méthodes épidémiologiques, ça m'a permis d'évaluer l'impact des troubles mentaux, c'est-à-dire les associations axe 1 et axe 2, sur les difficultés de réinsertion sociale. Et à quelque chose de près, la présence ou le co-diagnostic entre un trouble clinique et un trouble de la personnalité multipliait par 13 les difficultés de réinsertion sociale
du public, lesquelles difficultés de réinsertion sociale sont quand même élevées pour des personnes qui sont en demande d'aide à la réinsertion sociale. J'ai poursuivi ces éléments-là en travaillant sur les associations entre les consommations de substances et les troubles de la personnalité et les interactions que ça avait avec les difficultés sociales. Et j'ai pu montrer dans différents travaux qu'il y avait des associations entre troubles de substances et troubles de la personnalité sur les difficultés de réinsertion sociale, qu'il y avait des effets de l'association difficultés sociales et troubles de la personnalité sur l'observation des consommations de substances, et qu'en fait, conformément aux attentes des définitions des troubles de la personnalité, il n'y avait pas d'effet de l'association consommation de produits et troubles de la personnalité sur les troubles de la personnalité. Pardon, difficultés sociales et consommation de produits sur les troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité, on verra tout à l'heure quand je vous ferai une piqûre de rappel avec les définitions, sont considérés comme étant stables et durables. Et là, effectivement, ce n'était pas sensible, ce qui était conforme au modèle. Alors, en 2003, j'ai été recruté par l'université de Rouen et j'ai mis en stand-by ma pratique clinique, ce qui m'a permis d'avoir du temps pour me cultiver. C'est un très beau métier universitaire parce que ça permet de se cultiver. Et entre autres éléments pour lesquels je me suis cultivé, ben, c'est sur les évaluations standardisées et sur les modélisations entre les différents facteurs et les modèles, les outils statistiques qui permettent de penser ces modélisations. Je passais par les modélisations en réseau, les modélisations en équations structurales, etc., qui permettent, quand on a affaire à des systèmes complexes, de rendre compte avec un minimum d'intelligibilité ces situations complexes. Je me suis également intéressé aux analyses de discours. Je fais un lien avec ce qui vous a été dit le mois dernier. Un grand nombre des outils sont des outils qui sont issus d'une tradition de la psychologie de la personnalité, de considérer que la personnalité, ça se décrit et on utilise des adjectifs, etc., pour se définir. Mais il y a une autre tradition dans l'évaluation de la personnalité, dans une lignée qui irait, par exemple, du test de Jung, en passant par le Rorschach, et Rorschach était co-disciple de Jung, ou par le TAT de Murray, et Murray était un élève de Jung, où on a quelque chose du côté du discours qui permet de rendre compte d'éléments de la personnalité. Et j'ai comme ça aussi avancé des travaux sur les marqueurs langagiers des troubles de la personnalité, comment les cohésions de ces marqueurs langagiers pouvaient se retrouver associés à la présence ou non de troubles de la personnalité. Je continue à l'heure actuelle à réfléchir sur cette piste, mais bon, on pourra en discuter ultérieurement, ce n'est pas l'objectif du propos. De par ma fonction d'enseignant-chercheur, je suis amené donc à former des cliniciens et un des gros soucis que rencontrent les jeunes cliniciens que je forme, ben, c'est qu'ils ne peuvent pas se fonder sur 20 ans de pratique pour poser des diagnostics de troubles de la personnalité. Et donc, il me semble nécessaire de les former à des outils de manière à pouvoir étayer leur pratique sur un certain nombre d'éléments. Or, il se trouve que, alors je ne sais pas comment ça se passe sur Paris, mais sur Rouen, les cliniciens ont assez peu le temps ou de l'habitude, je ne sais pas, mais dans les deux cas, ça se rejoint, d'utiliser des outils longs et globaux pour standardiser. Si vous faites passer un MMPI, ça prend du temps. Si vous faites passer un NEOPI pour évaluer les dimensions de la personnalité, ça prend du temps aussi. Et de temps, il n'y en a pas. Et dans les structures, les listes d'attente sont telles que si on prend 2-3 séances auprès d'un patient, ben, c'est aussi des soins qui ne sont pas apportés à d'autres patients. Il y a quelque chose qui peut découler de ce côté-là. Et donc, je me suis attelé à
à utiliser les outils brefs et à former des étudiants aux outils brefs. Et avec l'apparition du DSM-5, j'ai été servi puisqu'il y a un outil, le Cross-Cutting Symptom Measure de niveau 1, qui a été produit et qui évalue les 13 domaines des pathologies principales et qui est un outil qui peut être utilisé en première intention avec des seuils à risque et de se dire, bon, ben, si la personne a au-dessus de 2 au seuil de trouble, au score de trouble de la personnalité, ben, il y a un possible trouble de la personnalité, donc on va investiguer par la suite. Les scores, c'est à peu près 2 chaque fois. Le seuil à risque, c'est à peu près 2 chaque fois, sauf pour les idéations suicidaires, l'addiction et les psychoses où le seuil est ramené à 1. Associé à ça, ben, il y a le modèle alternatif des troubles à la personnalité qui est dans les annexes 3 du DSM-5 et qui propose des outils pour évaluer à la fois les dimensions pathologiques, c'est le PID-5 dans sa version longue et dans sa version brève, en 25 items que j'ai traduit en français. Et c'est le niveau de fonctionnement de la personnalité, le level of personality functioning, qui est le premier critère du modèle alternatif, qui, lui, en 12 items, permet d'évaluer les sévérités des troubles de la personnalité. Et donc, du coup, on a une batterie d'outils, bref. Le problème, c'est que c'est validé aux États-Unis, les seuils, les scores sont à peu près ciblés à peu près partout. Et qu'est-ce qu'il en est pour la population française? Donc, c'est ce qui a constitué l'essentiel de mes réflexions ces dernières années. Alors maintenant que j'ai pu expliciter un peu d'où je parlais, voyons quelques éléments que je souhaiterais aborder. D'abord, on va partir de la définition des troubles de la personnalité telle qu'on l'a trouvée dans le DSM-4-TR, dans le DSM-5, mais vous lisez le 5-TR, c'est la même chose qui est décrite, c'est-à-dire des modalités stables et durables de l'expérience vécue et des conduites qui dévient notablement de ce qui est attendu dans la culture de l'individu. Et cette manifestation doit être présente dans au moins deux des domaines les plus importants, la cognition, l'affectivité, le fonctionnement interpersonnel et le contrôle des impulsions. Il faut noter aussi que ces modalités ne doivent pas être présentes que dans un seul domaine de la vie du sujet, mais doivent être présentes dans plusieurs domaines de la vie du sujet, et que ces modes durables entraînent une souffrance cliniquement significative et ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans tout autre domaine important de la vie. D'autres critères que je n'ai pas mentionnés là sont aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que le trouble, grosso modo, de la personnalité ne doit pas être, enfin le tableau clinique, pardon, ne doit pas être mieux expliqué par la présence d'un trouble clinique, d'une lésion ou d'une consommation de substances. Effectivement, il y avait une question tout à l'heure sur le peu de présence de personnes dépendantes, de troubles à personnalité dépendante auprès des personnes qui présentent des addictions. Ben, si on a un syndrome de dépendance ou ou un comportement de dépendance, il y a de fortes présomptions d'attribuer ça à la consommation de substances et du coup, ça peut faire passer au second plan la question d'un trouble à la personnalité dépendante. Alors, pour des raisons qui vous ont été expliquées lors de la précédente intervention le mois dernier, et je pense que Jean-Pierre Rolland, le mois prochain, va vous expliquer ça dans les détails, il y a un modèle alternatif des troubles de la personnalité qui a été produit à l'étude par le DSM, qui demande à prendre en compte les troubles de la personnalité sous deux aspects. Premier aspect, c'est le niveau de fonctionnement de la personnalité, qui est en 4 points. Il y a 4 éléments qu'on prend en compte. La question de l'identité et la question de l'autodétermination. Identité et autodétermination définissant les grandes lignes des perturbations relatives à soi ou des perturbations intra. L'empathie et l'intimité étant quant à elles des éléments qui évaluent les dysrégulations avec les autres ou les problèmes interpersonnels, etc. Et donc on a ces deux niveaux
avec chaque fois différents aspects, différents éléments d'intensité. Une fois que ce niveau A est validé, on peut se poser la question de l'influence des traits de personnalité. Les traits de personnalité sont regroupés en 5 grandes dimensions pathologiques, l'affectivité négative, l'antagonisme, le détachement, la désinhibition et le psychoticisme. Chacune de ces dimensions pathologiques comportant une série de traits bien déterminés. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des compositions des traits, à la fois parce que ça va vous être, je pense, détaillé lors d'une conférence ultérieure, mais surtout parce que, utilisant les outils brefs, je n'étudie que les dimensions et pas les facettes qui composent ces dimensions. Le cours de ma présentation va s'articuler autour de 4 questions sur lesquelles je travaille, savoir si le modèle alternatif des troubles de la personnalité rend compte des troubles de la personnalité tels qu'on les observe, c'est-à-dire au sens catégoriel. Savoir si le modèle alternatif des troubles de la personnalité rend compte des catégories de troubles de la personnalité. Je prendrai pour exemple le trouble de la personnalité borderline. Savoir si le MATP rend compte de la stabilité des troubles de la personnalité qui est une dimension fondamentale ou une des caractéristiques fondamentales de ces troubles. Et enfin, on va s'interroger sur la possibilité de ce modèle alternatif de rendre compte de l'influence que les troubles de la personnalité peuvent avoir sur certains troubles cliniques. On l'a vu aujourd'hui, certains troubles de la personnalité peuvent être considérés comme étant des facteurs de risque d'un certain nombre de troubles cliniques. Ce modèle, même s'il mériterait d'être discuté, est un modèle qui est encore utilisé de nos jours et peut-être intéressant de voir ce qu'il en est avec le modèle alternatif des troubles de la personnalité. Alors, se demander si le modèle alternatif des troubles à personnalité rend compte des troubles à personnalité au sens catégoriel, ça nécessite, dans un premier temps, d'avoir des outils qui permettent ça. Il y a 2 outils principaux qui permettent d'évaluer donc ce modèle alternatif des troubles à personnalité. C'est le LPFS en version brève, qui a 12 items, et le PID5 en version brève, qui est à 25 items. 2 items sont aussi utilisables issus du questionnaire global du DSM-5, qui sont les 2 items qui évaluent les troubles de la personnalité. C'est grosso modo question je ne sais pas très bien qui je suis, je ne sais pas très bien ce que je veux faire dans ma vie. Et l'autre question, c'est j'ai des difficultés dans mes relations avec les autres et les objectifs, à tenir mes objectifs, etc. Donc, par la méthode d'échantillonnage en boule de neige, snowball sampling au niveau de la littérature, on a récolté 443 protocoles normatifs, non cliniques. Le snowball sampling, c'est vous demander à un certain nombre de personnes de contacter d'autres personnes pour répondre à ce questionnaire-là. Le LPFS donc, a 12 questions, permettent de calculer un score général et un score d'après les auteurs, un score par rapport au dysfonctionnement relatif à soi et un score de dysfonctionnement relatif aux interactions ou interpersonnelles ou aux autres. Quand je teste avec les données françaises que j'ai recueillies, l'analyse en composante principale sort bien les 2 dimensions avec les items, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. La composition factorielle de la version française est équivalente à la version originale.
J'ai eu la curiosité malsaine de voir ce qu'il en était des dimensions attendues initialement, identité, autocontrôle, empathie et intimité. Et les analyses confirmatoires montrent que ça rend compte aussi de ces éléments-là, que les 3 items qui composent ces dimensions satisfont aux conditions statistiques. Et donc, j'ai utilisé par la suite aussi ces sous-échelles dans dans l'étude de la version française. Concernant le pays des 5, l'analyse factorielle de la version française nous permet de retomber sur la même composition des items que la version originelle. Et donc, il y a des items qui rendent compte du psychoticisme, de l'affectivité négative, de la désinhibition, de l'antagonisme et du détachement en fonction des attentes de la version originelle, ce qui permet de valider aussi, de contribuer à valider la version française. Si on utilise le score du CSSM1 sur les troubles à personnalité pour séparer notre groupe en un groupe à risque et un groupe non à risque, hein, le seuil est un seuil de 2, on s'aperçoit qu'en fait, les différences sont significatives pour l'ensemble des dimensions étudiées. Et je suis un petit peu plus modéré par rapport à l'antagonisme, puisque la taille de l'effet est quand même faible, même si c'est significativement différent. Donc j'aurais tendance à considérer que l'antagonisme, certes, il y a des différences, mais les tailles de ces différences me laisseraient quand même entendre que ce n'est pas si significatif que ça. Mais je crois qu'il y a un souci avec la dimension d'antagonisme parce que régulièrement, on tombe sur quelque chose qui ne va pas trop bien avec cette dimension. Pour, enfin, on aura l'occasion dans la discussion d'ouvrir des pistes par rapport à ça. Si on considère les seuils, on s'aperçoit que le LPFS prédit mieux les troubles de la personnalité que le PID-5, c'est-à-dire que la courbe qui est couverte par le LPFS est plus grande que celle du PID-5. Et grosso modo, on peut arrêter un seuil de 24 au LPFS pour déterminer un trouble de la personnalité ou un risque plus précisément de trouble de la personnalité. Si c'est associé avec un score de 25 au PID-5, on a quelque chose qui cerne encore mieux un risque de trouble de la personnalité. Et là, il serait peut-être intéressant d'utiliser des outils plus complet pour aller au-delà, mais ça donne pour l'instant une première estimation qui est tout à fait recevable. Si on s'intéresse maintenant au modèle tel qu'il est, c'est-à-dire que vous avez la personnalité qui est sous-tendue par des perturbations intra, des perturbations inter, et derrière agissent des dimensions pathologiques de la personnalité qui peuvent avoir un lien direct sur chacun des éléments du niveau de fonctionnement de la personnalité, mais qui peuvent avoir aussi un lien direct sur la personnalité. Donc vous avez là une gigantesque toile d'araignée, mais on a des outils statistiques qui permettent de tester ça. Vous vous apercevez qu'en fait, quand on fait des analyses en médiation, hein, c'est l'outil statistique qui permet de répondre à ce type de questions, quand on fait des analyses en médiation, on voit que les dimensions de la personnalité ne sont pas médiatisées sur l'effet qu'elles ont sur les troubles de la personnalité par les difficultés inter. D'accord. Si vous prenez l'affectivité négative, l'intermédiation par l'inter n'est pas significative. Pareil pour le détachement, pareil pour l'antagonisme, pareil pour la désinhibition, pareil pour le psychoticisme. Si on évalue les effets directs, en revanche, on voit que la
on voit que l'affectivité négative ne joue pas directement le rôle sur la personnalité, sur le score de trouble à personnalité. Pareil pour l'antagonisme. Et on voit qu'au total, s'il y a des effets de l'affectivité négative, c'est parce qu'ils sont médiatisés par les difficultés intrapersonnelles, d'accord ? Et que l'antagonisme, ben, il n'a pas non plus d'effet sur le trouble de la personnalité. Et je pense que, je ne vais pas spoiler, enfin, sans spoiler la conclusion, je pense que c'est lié au fait que c'est une population non clinique. Et qu'en population clinique, le seuil d'antagonisme serait suffisamment fort pour qu'il puisse être détectable. Là, je pense que ça passe en dessous c'est une dimension qui passe en dessous des radars. Quand on évalue non pas une équivalence entre intra et inter, mais une relation de subordination entre intra et inter, là on s'aperçoit que ça marche un petit peu mieux et qu'effectivement il y a des effets des dimensions de la personnalité, des dimensions pathologiques de la personnalité, à la fois au niveau direct et à la fois médiatisées par les difficultés intra-individuelles. On retrouve notre antagonisme qui ne reste pas significatif. On voit aussi que l'affectivité négative joue assez peu, voire pas du tout, sur la composante inter, et que l'antagonisme, c'est vraiment une dimension qui, dans mon échantillon en tout cas, pose problème. Se référer à la littérature par rapport à ça est quelque chose d'assez compliqué parce que c'est quand même assez peu étudié. L'hypothèse que je fais de ces difficultés-là, c'est que ça tient simplement à notre formation d'esprit. En français, on parle de trouble. Et un trouble, ça nécessite d'être éclairci. En anglais, on parle de disorder, de désordre. Et un désordre, ça se réarrange. Et je pense que s'il y a peu de travaux sur la scène internationale qui s'intéressent aux relations entre les deux, c'est parce qu'on n'est pas mu par la même culture ou par le même héritage psychopathologique. On ferme cette parenthèse culturaliste. Comment on peut donc rendre compte de certains types de troubles de la personnalité? Donc, pardon, excusez-moi, je passais un peu vite sur cet élément-là. Donc, on voit que les troubles, les dimensions de la personnalité se combinent au niveau de fonctionnement de la personnalité pour rendre compte des dimensions, des troubles de la personnalité dans leur acception catégorielle. Donc ça donne un premier élément de validation du modèle pour évaluer ce qu'il en est des troubles de la personnalité, à condition de penser les deux niveaux, niveau de fonctionnement de la personnalité et les traits qui sont actifs derrière. L'autre question que l'on peut se poser, c'est de se demander si les troubles de la personnalité dans le modèle alternatif ou la modélisation des troubles de la personnalité dans ce modèle-là est à même de rendre compte de certains types de troubles de la personnalité. Alors, dans un travail en cours, on s'est porté sur les troubles de la personnalité borderline. C'est les plus décrits dans la littérature, c'est dans la population générale une catégorie de troubles qui est suffisamment représentée pour qu'on puisse évaluer des seuils en population générale. Alors, le modèle alternatif des troubles de la personnalité borderline tel qu'il est proposé par le DSM-5 pose qu'au niveau de l'identité, il y a une image de soi appauvrie, qui est peu développée et qui est instable, la présence d'autocritique excessive, un sentiment chronique de vide et des états dissociatifs en cas de stress. Au niveau de l'autodétermination, il y a une instabilité des objectifs, des aspirations et des valeurs, voire des plans de carrière.
Au niveau de l'empathie, il y a une incapacité à reconnaître les besoins et les sentiments des autres, une hypersensibilité personnelle, la personne, grosso modo, se sent facilement blessée. Il y a des perceptions biaisées d'autrui qui tournent vers une caractérisation négative des autres, avec principalement une centration sur les points faibles des autres. Concernant l'intimité, ben, il y a des relations proches qui sont intenses mais très conflictuelles et instables, avec des préoccupations anxieuses d'abandon et une implication forte matinée de retrait relationnel. Au niveau des traits qui sont impliqués dans les troubles de la personnalité borderline dans le modèle alternatif, vous avez au niveau de l'affectivité négative l'implication des traits de l'habilité émotionnelle, de tendance anxieuse, d'insécurité et de dépressivité. Vous avez au niveau de la désinhibition les traits d'impulsivité et au niveau de l'antagonisme les traits d'hostilité. Les deux autres dimensions n'étant pas particulièrement impliquées ou attendues dans ce modèle-là. Si on étudie un échantillon de personnes non cliniques, là c'est 143 personnes qui ont été recrutées avec la même méthodologie d'échantillonnage par boule de neige, auquel on a proposé de remplir une BSL 23. C'est un questionnaire bref en 23 items qui évalue l'intensité des troubles de la personnalité. Le score de 1,5 marque un risque de trouble de la personnalité borderline. Et en associant ce questionnaire-là aux deux questionnaires dont je vous ai déjà parlé, on peut voir que chez les personnes à risque et de troubles de la personnalité borderline et chez les personnes qui ne sont pas à risque de troubles de la personnalité borderline, il y a un certain nombre de différences significatives et il semblerait que seul le détachement et l'antagonisme ne soient pas significativement différents dans les deux échantillons. Et donc il y a des scores beaucoup plus importants au niveau de la perturbation de l'identité, de l'autodétermination, de l'empathie, de l'intimité. Vous voyez, à peu près, c'est du x2. D'accord et par rapport aux dimensions de la personnalité, là aussi, l'écart est assez important. Alors, vous allez me dire, 143 sujets, 60 personnes qui ont des troubles de la personnalité borderline. On est loin des pourcentages qui ont été présentés précédemment. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas un diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Le seuil qui a été choisi, c'est un seuil de risque. C'est-à-dire que c'est un élément en premier dépistage, et une fois que ce premier dépistage montre qu'il y a une probabilité importante, on s'attelle à voir si ça doit être exploré plus précisément. Quand on utilise une méthodologie qui s'appelle les catégorisations et les arbres de régression, on s'aperçoit que l'identité et le psychoticisme sont les deux facteurs qui expliquent le plus les troubles de la personnalité borderline que l'on rencontre. Et on s'aperçoit que dans cet échantillon-là et dans ce élément-là, on a 62 personnes qui correspondent à des personnes qui ne sont pas à risque de troubles borderline et 35 personnes dont le score de perturbation de l'identité est supérieur à 8, qui les met directement dans la catégorie à risque de troubles borderline. Et un certain nombre de personnes dont le score à l'identité est inférieur à 8, mais dont le score de psychoticisme au-dessus de 2,33, les conduit à être catégorisés du côté borderline. Et cette méthode-là permet de cerner, voilà, vous avez 115 personnes. Ces 115 personnes, elles ont, d'après l'algorithme,
tel risque, elles tombent dans telle ou telle catégorie, et de vérifier après avec les scores. Et quand on fait une mesure d'accord qui permet de vérifier ce qu'on a observé avec ce qui était prévu par l'algorithme, ben, on voit que l'accord entre les deux est très consistant, il est de 0,67. Ce n'est pas un accord parfait, on est d'accord, mais on est nettement au-dessus du hasard, et j'ai eu à évaluer des fidélités interjuges qui étaient nettement plus faibles que ça. Si on s'intéresse à la manière dont ces éléments vont impacter, ces différents éléments vont impacter les risques de troubles de la personnalité, on s'aperçoit que pris individuellement, l'identité va présenter un odds ratio de 1,91, donc entre 1,58 et 2,39, sur le risque de prévoir un trouble de la personnalité borderline. Pareil pour l'autodétermination, et que à peu près tous les facteurs, mis à part l'antagonisme, auraient quelque chose du côté d'un effet significatif. Par contre, si on prend les effets cumulés de l'ensemble des éléments, on voit que globalement, sauf pour le psychoticisme, l'effet de l'ensemble des dimensions sur le trouble de la personnalité borderline est nettement plus important. Si on prend... attendez, que je ne me trompe pas. Si on prend... Je chausse mes lunettes, j'y verrai mieux. Si on prend l'antagonisme, par exemple, on voit que ça ne bouge pas. D'accord ? On voit, par exemple, que pour le psychoticisme, on passe d'un effet seul à 6 à un effet vers 3. On voit que pour l'autodétermination, on passe d'un effet de 1,5 à un effet de 0,74. C'est-à-dire que, pris ensemble, il y a un effet qui vient diminuer le risque. J'ai dit augmenter tout à l'heure, excusez-moi, ma langue a fourché, c'est du côté de la diminution. Ce qui pose une question qui renvoie à une conception de la personnalité du côté aussi de l'homéostasie. C'est-à-dire comment, malgré différents éléments qui concourent, l'organisation de ces différents éléments permet quand même une certaine stabilité. Si on s'intéresse aux effets directs et indirects, ben, on s'aperçoit que le psychoticisme peut être médiatisé par l'identité pour avoir un effet sur les troubles de la personnalité borderline, que le psychoticisme peut jouer sur l'intimité pour avoir un effet sur la personnalité borderline, que le psychoticisme a un effet sur l'identité, que l'identité a un effet sur le trouble de la personnalité borderline, etc., etc. Ce qui nous conduit à une représentation qui, si on la teste, répond à un certain nombre de critères de satisfaction, à savoir qu'il y a un effet du psychoticisme sur les troubles de la personnalité borderline, mais il y a un effet aussi indirect du psychoticisme via l'intermédiation de l'identité et de l'intimité. C'est-à-dire que le psychoticisme agit sur l'intimité qui agit sur la perturbation des troubles de la personnalité, pareil pour l'identité, en plus d'un effet direct. Et donc là, on a quelque chose qui se dessine dans la compréhension des interactions entre niveau de fonctionnement de la personnalité et dimension pathologique de la personnalité, qui est en fait de considérer qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau direct et un niveau qui est médiatisé. Les troubles de la personnalité peuvent être entendus comme étant activés ou augmentés directement par les dimensions pathologiques de la personnalité. Mais ce qui rend le mieux compte de ça, c'est aussi l'intermédiation du niveau de fonctionnement de la personnalité. C'est-à-dire que ça joue de niveaux.
Il y a pas, s'il y avait pas eu d'effet des dimensions pathologiques directement sur les troubles de la personnalité, on aurait été dans un modèle pur de médiation. Et on aurait pu penser qu'il y avait ce niveau de fonctionnement de la personnalité qui était nécessaire. Mais là, non seulement il apparaît comme étant présent et actif, mais surtout, il y a quelque chose d'effet direct des dimensions de la personnalité sur les troubles de la personnalité, notamment là, les troubles de la personnalité limite. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais au regard de la littérature qui commence à se produire sur les troubles de la personnalité dans le modèle alternatif, la plupart des auteurs laissent de côté la question du niveau de fonctionnement de la personnalité parce que c'est réputé comme n'étant pas stable et que, grosso modo, leur introduction dans le DSM ne s'est pas fait par, si j'ose dire, la bonne voie. Au niveau de la psychologie générale et de la psychologie différentielle, pour rendre compte de la personnalité, c'est le modèle dimensionnel. Vous lisez le manuel de personnalité d'Oliver John, version 2008. Vous avez un certain nombre d'éléments qui laissent entendre qu'il y a plusieurs modèles qui sont utilisables, etc. Vous lisez la deuxième version de 2013. Dès l'introduction, il n'y a que le Big Five qui fait foi sur la scène internationale et ce modèle dimensionnel en 5 facteurs. Et donc, toute la tradition qui pense la personnalité et les troubles de la personnalité sous l'angle du modèle des traits et des dimensions va privilégier dans les études avec le modèle alternatif un abord fondé sur les traits, les facettes et les dimensions, en prétextant que le niveau de fonctionnement de la personnalité n'a aucune utilité. Je pense que là, on peut voir, même si c'est un seul travail et peu de sujets, je pense qu'on peut voir qu'en fait, il y a la possibilité de penser l'articulation entre ces deux niveaux. Si on s'intéresse maintenant à la question de la stabilité, en cas notamment de changements environnementaux, la question méthodologique, là aussi, vient à se poser. Le meilleur moyen au niveau méthodologique, ça serait une étude longitudinale. Je n'ai pas les moyens de procéder à une étude longitudinale en population générale et de voir sur un certain nombre d'années comment ça pourrait se développer. Et dans un article qui vient d'être accepté sous réserve de nombre de modifications, je vous l'avoue, mais c'est déjà un bon début, j'ai pu évaluer cette question-là à partir de l'épisode du confinement. Le confinement, c'est en fait un marqueur de problème psychosocial et environnemental. C'est effectivement quelque chose d'une situation sociale qui a entraîné des bouleversements et qui est réputé avoir des conséquences sur le fonctionnement des individus. Il y a tout un tas d'études qui l'accordent là-dedans. Alors, pendant le deuxième confinement, j'avais lancé un recueil de données auprès des étudiants. Et toujours pareil par snowball sampling. Et de cet échantillon pendant le confinement, on a pu randomiser 126 sujets dans un premier temps. Et on a randomisé dans l'échantillon précédent dont je vous ai parlé sur les 437 sujets dans la première étude que je vous ai présentée, on a randomisé un nombre à peu près équivalent en s'ajustant au niveau de l'âge, du genre et des CSP. Ce n'est pas du test-retest, on est d'accord, mais c'est des publics qui, dans les modalités de recueil, dans les caractéristiques sociodémographiques et sur la question de l'âge et du genre, sont deux échantillons qui ne sont pas différents au niveau statistique. Et quand on compare ces deux populations, enfin ces deux échantillons, on peut s'apercevoir qu'il y a
en termes de dimension de la personnalité, quelque chose qui est assez intéressant en termes de stabilité. Pourquoi? Parce que, donc toujours avec les mêmes outils, ce qu'on peut voir, c'est que le score de personnalité, de trouble à personnalité, est invariant. Les dimensions de la personnalité ne bougent pas dans les deux échantillons. Par contre, au niveau du niveau de fonctionnement de la personnalité, les deux échantillons diffèrent de manière relativement importante. Comment on pourrait expliquer ça? Est-ce qu'on pourrait penser que le moment du confinement a eu un effet positif sur l'identité, puisque les scores vont en diminuant? Effectivement, il semblerait que certaines personnes aient vécu, en tout cas dans les publics qu'on a rencontrés, aient vécu le confinement de manière à être confrontées à moins de pression, ce qui, en termes d'identité ou d'autocontrôle, d'autodétermination, leur a permis de faire de nouveaux projets, de penser à autre chose, de penser des choses autrement. Et il semblerait que ça aille dans un niveau de moindre malaise, en tout cas au niveau du niveau de fonctionnement de la personnalité. Par contre, comment on expliquerait que cet élément-là baisse alors que le reste stable? Un des gros soucis, je vous l'ai dit, et c'est pour ça que c'est critiqué sur la scène internationale, un des gros soucis avec ce niveau de fonctionnement de la personnalité, c'est qu'il est sensible au contexte. Et là, on a un contexte qui montre que, effectivement, ça confirme que c'est sensible au contexte. Mais pourquoi, au niveau global, ça ne bouge pas? Quand on étudie les facteurs qui peuvent influencer sur le score de trouble à la personnalité, en incluant confinement, groupe issu du confinement, groupe qui n'était pas pendant le confinement, alors à supposer que les groupes soient véritablement équivalents, d'accord? Que ce soit le plus proche possible de quelque chose de groupe comparable, qu'on ne compare pas des tomates avec des camions, si vous voulez. Que ce soit des échantillons qui soient vraiment comparables. On pourrait penser que, en fin de compte, il y a un effet du détachement combiné avec l'identité, combiné avec le confinement, sur le score de trouble de la personnalité ou sur le risque de présenter un trouble de la personnalité. Cet effet, il est important par rapport aux effets des éléments pris séparés. Quand on étudie ce modèle-là par les analyses de médiation, ce à quoi on peut arriver, c'est une représentation qui irait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a un effet du confinement via l'identité sur les troubles de la personnalité, il y a un effet de détachement via l'identité sur les troubles de la personnalité, il n'y a pas d'effet direct, pardon, il faut vraiment que je mette les lunettes. Il y a un effet direct des troubles du confinement sur l'identité, il y a un effet du confinement sur la personnalité et il y a un effet à la fois direct et à la fois médiatisé. Pareil pour le détachement, où on peut voir qu'il y a ces effets-là. Par contre, au niveau global, ce qu'on peut voir, c'est que le confinement n'a pas d'effet sur les troubles de la personnalité. C'est-à-dire que la présence du confinement n'entraîne pas une modification directe du score de trouble de la personnalité. En fait, ce dont on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a des effets négatifs du confinement sur l'identité qui sont compensés en fait par les effets du détachement sur les autres facteurs. Ce qui fait que dans l'ensemble, ça s'équilibre. Ce qui laisse entendre que, en termes, si on pense la personnalité comme une fonction psychologique qui assure notre homéostasie avec l'environnement.
voir qu'en cas de trouble de la personnalité, même si ça va mieux du côté environnemental, les dimensions de la personnalité font en sorte que ça reste dans l'état de cet équilibre instable qui était le nôtre au moment, avant que la modification environnementale se présente. En tout cas, une piste qui peut être intéressante. Enfin, quatrième point que je voudrais aborder avec vous, c'est de savoir si le modèle clinique, le modèle alternatif des troubles de la personnalité rend compte de l'idée que les troubles de la personnalité peuvent être des facteurs de risque de certains troubles cliniques. Et donc là, je vais prendre l'exemple d'un travail en cours sur la dépression pendant le confinement. C'est issu du même protocole dont je vous ai fait part, donc toujours avec les mêmes réserves. Il faut vraiment s'assurer que nos groupes soient comparables pour pouvoir en tirer des conclusions pertinentes. Quand on évalue les troubles dépressifs, les troubles colériques, les troubles maniaques, excusez-moi, il y a une coquille, les troubles anxieux, somatiques, suicidaires, psychotiques, enfin les 13 domaines qui sont évalués par le cross-cutting, on s'aperçoit que avant le confinement et pendant le confinement, il y a des différences pour un certain nombre de troubles. C'est le cas notamment des troubles dépressifs, pour lesquels, pendant le confinement, il y a un score beaucoup plus important. C'est le cas des troubles colériques, pour lesquels, là aussi, il y a un score qui est légèrement important. C'est le cas également pour les troubles obsessionnels compulsifs, pour les risques de troubles dissociatifs. Et chose qui n'est pas intuitive au premier coup d'œil, c'est que pendant le confinement, dans l'échantillon, on consomme moins de substances qu'avant le confinement. Alors ça m'a interrogé quelque temps. Je me suis demandé à quoi c'était dû, parce que ça ne correspond pas à ce qui est au niveau de la littérature. Et j'ai eu la réponse en étudiant item par item. En fait, dans l'échantillon pendant le confinement, ils fument moins que l'échantillon avant le confinement. Et la différence s'explique par une moindre consommation de tabac dans l'échantillon, dans mon échantillon durant le confinement par rapport à l'échantillon avant le confinement. Ça reste stable dans l'échantillon au niveau de la consommation d'alcool et au niveau de la consommation de substances. Si on s'intéresse là non plus en termes d'intensité, mais en termes de risque de troubles cliniques, risque de troubles dépressifs, donc score à la sous-échelle supérieure à 2, pareil pour la colère, pareil pour l'anxiété, pareil pour la manie, etc., etc. On s'aperçoit que les personnes qui ont un trouble, qui sont à risque de troubles, enfin, qu'il y a beaucoup plus de personnes à risque de troubles dépressifs durant le confinement que de personnes qui sont à risque de troubles dépressifs avant le confinement. Et que dans l'échantillon avant le confinement, il y avait moins de personnes qui présentaient des risques d'accès maniaque. Pareil pour les personnes avec des troubles obsessionnels compulsifs. Et pareil pour les personnes au niveau de consommation de substances, mais là encore, ça s'explique, cette différence, par le fait qu'il y a moins de personnes qui consomment du tabac dans l'échantillon rencontré pendant le confinement. Les troubles de la personnalité, vous le voyez, restent stables dans le groupe avant le confinement, par rapport au groupe durant le confinement. On en a déjà parlé, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un lien dans les répartitions entre les deux, entre les groupes, les scores de personnalité et les scores de tel ou tel trouble clinique. Si je prends les troubles dépressifs, on s'aperçoit qu'effectivement,
la répartition des troubles dépressifs, de l'intensité des troubles dépressifs, donc de 0, il n'y a pas, jusqu'à 4, sévère. Et pareil pour les troubles de la personnalité, de 0, il n'y en a pas, à 4, c'est des troubles de la personnalité très sévères. On s'aperçoit que la différence, enfin que la répartition est significative et donc il y a un lien entre dépression et troubles de la personnalité. C'est-à-dire que les dépressions sévères se manifestent principalement chez les gens qui ont des troubles de la personnalité d'intensité sévère. Et qu'à l'inverse, l'absence de troubles de la personnalité est fréquemment associée avec l'absence de troubles dépressifs. Si on s'intéresse aux mesures plus fines qu'on peut tirer par rapport à ce résultat-là, on s'aperçoit qu'il y a un effet combiné du confinement, on est d'accord, mais que cet effet combiné du confinement, il nous montre qu'en matière de troubles de la personnalité, ça ne fonctionne que chez les personnes qui sont à risque de troubles de la personnalité, c'est-à-dire les personnes dont le seuil de troubles de la personnalité est déjà un seuil à risque. Et donc, si on teste les troubles dépressifs, ou le risque de troubles dépressifs, et le risque de troubles de la personnalité, ben on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous permet d'avoir une lecture du taux de dépression beaucoup plus important dans le groupe pendant le confinement par rapport à l'autre, qui s'explique principalement par la présence de troubles de la personnalité. En d'autres termes, ce qu'on voit, c'est que chez les personnes qui n'ont pas de troubles de la personnalité, il n'y a pas de lien entre confinement et dépression, et que chez les personnes qui ont un trouble de la personnalité, on a un lien entre dépression et confinement. Et qu'en fait, confinement et dépression sont influencés, semble-t-il, ou la relation entre confinement et dépression est influencée, voire médiatisée, par la présence de troubles de la personnalité. Si on s'intéresse aux troubles de la personnalité, aux dimensions de troubles de la personnalité impliquées dans le modèle alternatif avant et pendant le confinement, on voit qu'ils ont une sévérité globalement stable, qu'il y a des dimensions pathologiques qui sont stables, que le niveau de fonctionnement de personnalité, bon, on l'a vu, sont sensibles au confinement, et que l'identité qui fait partie du niveau de fonctionnement de la personnalité et le détachement qui font partie des dimensions des troubles de la personnalité ont un effet donc, sur la sévérité des troubles de la personnalité, et que l'identité, le détachement, le confinement ont un effet combiné sur la dépression qui est plus important que chacun des facteurs pris séparément. D'accord ? C'est-à-dire que la présence de troubles de la personnalité vient potentialiser quelque chose du côté de l'effet dépressogène du confinement, mais plus précisément, c'est la relation entre le détachement et l'identité qui rentrent en jeu là-dedans. C'est les deux principaux facteurs de dysfonctionnement de la personnalité qui rentrent en jeu dans les comparaisons de ces données. Encore une fois, si tant est que les deux échantillons sont véritablement des personnes qu'on peut considérer comme étant comparables et pas des publics extrêmement différents. Quand on teste le modèle, on s'aperçoit qu'il y a un effet positif du confinement sur l'identité, c'est-à-dire que le confinement vient faire baisser le niveau de dysfonctionnement de l'identité, que le confinement a un effet sur la dépression, que l'identité a un effet sur la dépression, que le détachement a un effet sur l'identité et sur la dépression, et qu'il n'y a pas d'effet direct du détachement sur la dépression. Ce modèle en équation structurale présente un certain nombre de garanties statistiques qui montrent qu'il est
qu'il est assez valable. Et donc, en fait, on pourrait penser que l'impact positif du confinement sur la perturbation de l'identité ne se traduit pas par une baisse de l'intensité de la dépression, parce qu'il y a un lien direct du confinement avec la dépression, parce qu'il y a un lien indirect du détachement et de la dépression qui sont médiatisés par l'identité. Et en fait, on se retrouve là encore avec un modèle alternatif où il y a des effets pardon, indirects, médiatisés, des traits de personnalité via le niveau de fonctionnement de la personnalité. En conclusion, on pourrait dire que le modèle des troubles de la personnalité est cohérent à rendre compte, des pathologies du côté des troubles de la personnalité, que le modèle alternatif des troubles de la personnalité est cohérent pour rendre compte de certains types de troubles de la personnalité, qui me semble rendre compte aussi de la stabilité des troubles de la personnalité, aussi bien que des facteurs de troubles de la personnalité comme étant des facteurs de risque de certains troubles cliniques. Ce qui dessine plusieurs éléments dans la suite, notamment du côté de plusieurs problèmes qu'on rencontre avec la personnalité, enfin avec la dimension antagoniste, mais je pense que c'est principalement dû au fait que je travaille auprès de populations non cliniques et que travaillant avec des populations non cliniques, je pense que le seuil d'antagonisme qui est déjà bas en population générale, il ne suffit pas pour activer quelque chose. Je pense qu'en population clinique, il y aurait plus d'éléments qui montreraient la validité de l'antagonisme. Et en fait, comme mes travaux portent sur des populations non cliniques, la question se pose de comprendre comment ça se passe véritablement auprès de populations qui ont des troubles de la personnalité et qui viennent consulter par rapport à ça. Je vous donner un exemple de perspective dans ces cas-là, c'est que si on étudiait l'étude des modèles alternatifs en population clinique, on risquerait d'observer des constellations, des cristallisations beaucoup plus importantes qu'en population générale. Je m'explique. Si on s'intéresse à la manière dont chaque symptôme ou dont chaque item du niveau de fonctionnement de la personnalité et des dimensions pathologiques de la personnalité interagissent chez les personnes qui ne sont pas à risque de troubles de la personnalité et chez les personnes qui sont à risque de troubles de la personnalité, on voit que globalement, à la fois, il y a plus de relations item par item et que ces interactions sont beaucoup plus importantes. Et donc, il y a une densité chez des gens qui sont à risque de troubles de la personnalité beaucoup plus importante que chez des gens qui ne sont pas à risque de troubles de la personnalité. L'essentiel de mon groupe à risque de troubles de la personnalité est composé de gens qui, d'après le questionnaire, sont à risque de troubles de la personnalité parce que leur score est supérieur à 2. Supérieur à 2, c'est un trouble léger. Qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui sont supérieurs à 3 ou ceux qui sont supérieurs à 4, c'est-à-dire l'essentiel de ce qui fait les consultations des personnes que vous recevez en psychiatrie pour des troubles de la personnalité, c'est-à-dire des gens qui ont des troubles de la personnalité sévères. Je pense qu'on aurait des cristallisations beaucoup plus importantes, mais il faudrait voir ce qu'il en est dans le détail. Mais encore une fois, il est possible que la manière dont les dimensions et les niveaux de fonctionnement de la personnalité interagissent s'avèrent différents en population générale qu'en population clinique. Comprenez bien que on a un postulat en psychologie clinique et en psychopathologie d'un continuum entre le normal et le pathologique. D'accord ? Et effectivement, on peut, autant qu'on le souhaite, prendre de la glace, apporter un peu de chaleur et faire que ça devienne de l'eau, puis on remet au froid, ça devient de nouveau de la glace, et donc il y a la possibilité d'aller dans les deux sens. Mais cette opération-là, elle n'est pas possible avec des œufs brouillés. On ne peut pas revenir en arrière. Et peut-être qu'il y a des constellations qui s'opèrent dans les relations entre dimensions de la personnalité
et niveau de fonctionnement de la personnalité, qui, une fois que la personne a, comme on dit en bon français, décompensé, s'organise du côté de relations stables et durables. Mais ça, il n'y a que l'étude auprès de populations pathologiques qui pourra répondre à cette question. Une autre des perspectives que je compte explorer par rapport à ces modèles-là, c'est d'étudier les avantages des outils brefs en pratique d'évaluation. Je crois qu'on perd énormément, notamment par exemple au pays des 5, en utilisant la version brève, puisque ça porte sur les dimensions et pas sur les facettes, même s'il existe maintenant un questionnaire bref sur les facettes, mais il y a quelque chose d'une perte d'information quand on utilise un questionnaire bref par rapport à un questionnaire long. Et la question qui se pose, c'est est-ce que cette perte d'information, elle a un coût important dans la pratique clinique? Est-ce que ce qu'on perd en information et qu'on gagnerait en temps de passation, etc., c'est si important pour qu'on reste sur des versions brèves et que du coup, restant sur des versions longues, pardon, et que restant sur des versions longues, ben, ça soit un peu compliqué dans la pratique quotidienne pour l'utiliser de manière récurrente ou, entre guillemets, standardisée dans sa pratique. Et enfin, il y a une autre piste que j'aimerais poursuivre, sur laquelle je suis en train de réfléchir, c'est sur la validation des formes d'hétéroévaluation. Il y a un grand nombre de lieux d'exercice des psychologues pour lesquels les personnes ne sont pas en état ou en capacité de remplir un autoquestionnaire, voire de répondre correctement si on leur pose des questions par rapport à ça, et pour lesquels l'hétéroévaluation pourrait être une réponse qu'on peut utiliser dans l'évaluation. Et il faudra arriver à organiser des choses de manière à ce que l'auto-évaluation, l'hétéroévaluation soient comparées pour cerner s'il y a la possibilité que ça fonctionne. Dans les versions longues, les versions en hétéroévaluation sont, me semble-t-il, validées. Je n'ai rien vu passer sur les versions brèves, mais... À l'étranger, en France. En France, en tout cas. En France, j'ai rien vu passer sur l'hétéroévaluation avec les versions brèves. Il y a une validation de l'hétéro-évaluation Pour la... longue en France. Il me semble. En France, en français. En France, je ne sais pas, mais je crois qu'en français, oui. Je crois que du côté que peut-être, je crois que Le Gorf, je crois, au Canada, il me semble. Yann Le Gorf, je crois. Peut-être, il me semble. Mais effectivement, c'est pas sûr. En tout cas, au niveau anglais, il y a des validations. Faudrait que je vérifie sur les questionnaires, bref, au niveau français. En tout cas, voilà, c'est à peu près ce que je souhaitais vous présenter autour des réflexions et des utilités possibles des outils et de ce modèle alternatif des troubles de la personnalité. Je vous remercie de votre attention.